c'est-à-dire le glossopharyngien, et de la dixième paire crânienne, c'est-à-dire le nerf vague. D'accord? Et ici, c'est quoi ça? C'est le faisceau spinothalamique. Donc, si on fait une coupe au niveau du bulbe, regardez les structures ici. Ici, c'est le faisceau pyramidal. Ici, c'est l'olive bulbaire. Donc, si on a une atteinte là, limitée uniquement ici, comme vous voyez là dans la zone hachurée, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du côté de la lésion, c'est-à-dire si j'ai une atteinte comme ça ici à gauche, je vais avoir signe au mon gauche du côté opposé. C'est pas signe au niveau de l'hémicorps. C'est ça du côté de la lésion. Donc, ici, cette zone qui est hachurée, qui est atteinte. Donc, est-ce que mon vestibule est touché? Est touché. Voilà. Donc, je vais avoir du côté de la lésion un syndrome vestibulaire. Le syndrome vestibulaire, on va le voir tout. C'est-à-dire etc. On va jouer vestibulaire. Et ici, c'est le noyau vestibulaire, pardon, c'est ça le noyau vestibulaire qui est touché, je vais avoir un syndrome vestibulaire. Ici, c'est quoi? C'est le pédicule cérébelleux, le cervelet. Il est touché, regardez, il est touché par cette atteinte. Donc, je vais avoir un syndrome cérébelleux. Un syndrome cérébelleux, d'accord? Je vais détailler tout à l'heure le syndrome cérébelleux. Ici, regardez, j'ai cette structure qui est touchée. C'est quoi cette structure? C'est le faisceau thalamique. Donc, j'ai un syndrome spinothalamique, mais du côté opposé à la lésion. Pourquoi? Parce que le faisceau spinothalamique, il a déjà traversé la ligne médiane au niveau médulaire. Donc, arrivé, c'est des fibres qui ont traversé en bas. Donc, on va avoir un syndrome spinothalamique, c'est-à-dire des troubles de la sensibilité superficielle, de l'autre côté de l'hémicorpéral. Même si j'ai l'atteinte, si elle est à gauche, je vais avoir des troubles au chaud, à la douleur, mais au niveau droit. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le noyau 9 et 10. Et là, le noyau 9 et 10. Donc, s'il est touché, je vais avoir malade qui va faire une paralysie faciale périphérique, par exemple, à droite, et une hémiplégie à gauche. Voilà, c'est ça le syndrome donc de Miller-Göbler par atteinte de la protubérance. Un autre, donc, on passe au syndrome pédonculaire, un exemple aussi. Donc, le syndrome de Weber. Au niveau du pédoncule, qu'est-ce qu'on a? Le noyau du 4 et le noyau du 3. Et bien sûr, le noyau du 5, le 5, il a trois origines. Donc, même chose, on peut avoir beaucoup de syndromes, ça dépend de la topographie de la lésion. Ici, je vous ai choisi le Weber qui est le plus fréquent. Et donc, la lésion, c'est une atteinte du noyau du 3, le nerf moteur oculaire commun. Alors, vous savez que le nerf moteur oculaire commun, qu'est-ce qu'il innerve? Il innerve le releveur de la paupière supérieure, le droit supérieur, le droit interne et le droit inférieur. C'est-à-dire l'œil. Vous savez que l'œil, pour bouger, il a besoin des 4 muscles. Il y a un muscle supérieur, il y a un muscle interne, muscle externe, il y a un muscle inférieur. Les muscles supérieurs, c'est-à-dire qui permet de regarder en haut. Le muscle inférieur qui permet de regarder en bas. Le muscle interne qui permet de regarder en dedans sont innervés par le 3, le nerf moteur oculaire commun. Le muscle externe qui permet de regarder en dehors, il est innervé par le nerf moteur oculaire externe, le 6. D'accord?
En plus, le 3, il innerve le releveur de la paupière supérieure. Donc, si le 3 est touché, on va avoir un ptosis par chute de la paupière supérieure. Et le malade, il ne pourra pas bouger son œil en haut, en bas et en dedans. Donc, l'œil qui ne veut pas bouger en dedans, il va aller en externe, puisque le muscle externe qui est innervé par le 6, il tire vers lui. Il est indemne, il va tirer vers lui. Et donc, on va avoir un strabisme divergent. Un strabisme divergent. C'est-à-dire l'œil du malade, il regarde en dehors, puisque ce muscle-là, qui est innervé par le 6, il va tirer vers lui. D'accord? Donc, on va avoir du côté de la lésion une atteinte du 3. Elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire, si j'ai un ptosis, sans strabisme, je peux dire que j'ai une atteinte du 3. Si j'ai la totalité, ben c'est bon. Un ptosis avec strabisme, c'est la totalité, d'accord. Donc, on peut avoir une atteinte du 3 partielle ou totale. Et du côté opposé à la lésion, je vais avoir une hémiplégie spastique, c'est-à-dire un syndrome pyramidal, avec même une paralysie faciale centrale. Centrale cette fois-ci. Centrale, alors, d'abord, il faut faire la différence entre paralysie faciale centrale et périphérique. Hein? Et ensuite, il faut que je vous explique pourquoi il y a cette hémiplégie avec paralysie faciale centrale. Et donc là, j'ai besoin de schémas. On va essayer de faire, comme je vous ai dit, une sorte de TP où je vais vous passer seulement des schémas et j'explique, des schémas et j'explique. D'accord? Donc, sachez que pour les syndromes du tronc cérébral, le syndrome bulbaire le plus fréquent, le Wallenberg, le syndrome protubérantiel le plus fréquent, le Müller-Gebler, vous avez une PFP du côté de la lésion, une hémiplégie de l'autre côté, une atteinte du 3 du même côté, et une hémiplégie avec même atteinte de la face du côté opposé à la lésion. Voilà, est-ce que ça va? Oui? Madame, j'ai une petite question en bas. Madame, vous avez dit que l'atteinte des nerfs crâniens est toujours du même côté. Oui. Est-ce que c'est valable pour l'ophtalmique? Oui, oui, c'est valable aussi pour l'ophtalmique et l'olfactif. Madame, mais quel est le Comment? J'ai pas entendu. Madame, il y a le croisement de l'ophtalmique. Oui, 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 attention, il y a le chiasma. Alors là, bien sûr, pour le chiasma, c'est autre chose. Hein. Il y a des fibres qui croisent, il y a des fibres qui vont direct, etc. Et là aussi, il faut un schéma et je vous explique comment. D'accord? Madame, mais toujours reste l'atteinte du même côté. D'accord. Ah oui, 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 toujours du même côté, parce que ce nerf-là, il n'est pas concerné par, il est seul, si vous voulez, il n'est pas concerné par, c'est pas comme les autres nerfs, il n'est pas concerné par la décussation, etc. Donc, on aura toujours du même côté. Sauf si en cas de croisement. Mais en cas de croisement, il faut savoir qu'il y a des fibres qui croisent et d'autres non. Et donc là, il faut le schéma pour vous expliquer tout ça. Donc, même chose, ça, on le fera plus tard, d'accord? Merci, madame. Je vous en prie. On passe donc. Alors, on passe au syndrome maintenant vestibulaire. C'est important de connaître le syndrome vestibulaire. Alors, le syndrome vestibulaire, c'est quoi? C'est en fait deux signes. Vous avez, d'abord, il y a des signes objectifs, il y a des signes subjectifs. C'est quoi la différence entre objectif et subjectif? Subjectif, c'est ce que le malade sent et que vous ne voyez pas. On ne peut pas le voir à l'examen neurologique, etc. D'accord? Ça, c'est subjectif. Quand le malade nous dit « j'ai mal », on ne peut pas voir ce mal. Ça, c'est un signe subjectif. Quand il dit « je vois double », je ne peux pas le voir. C'est subjectif. D'accord? Les signes objectifs, c'est quand j'objective ça à l'examen. J'examine un malade, je trouve des réflexes vifs. Ça, c'est objectif. D'accord? Donc, les signes subjectifs dans le syndrome vestibulaire, c'est surtout le vertige. Le vertige. Le malade, il vient se plaindre de vertige. Donc, ce vertige-là, c'est des vertiges généralement, ils peuvent être simples, à type d'instabilité seulement, ils sont supportables, comme ils peuvent être très, très importants, rotatoires, à ce moment-là, ils sont insupportables.
C'est-à-dire, la personne, elle va voir, par exemple, la terre en haut, le ciel en bas, et ça tourne et ça tourne. Donc, il ne peut pas ouvrir les yeux. Il est obligé de fermer les yeux, tellement c'est insupportable. Donc, des vertiges soit simples, la type d'instabilité, soit rotatoire. Et donc, ça peut, ces vertiges-là qui sont rotants, etc. Voilà. Alors, déjà, donc c'est un signe subjectif. Et le syndrome vestibulaire, il comprend un signe objectif qui est le nystagmus. Un signe subjectif, c'est le vertige. Un signe objectif, c'est le nystagmus. C'est quoi le nystagmus? C'est des petits mouvements que vous voyez qui sont involontaires. Le malade, il ne peut pas les arrêter de l'œil. C'est-à-dire, vous regardez comme ça l'œil du malade, il bouge sans arrêt. C'est sûr que vous avez déjà vu des gens qui font des nystagmus, surtout des enfants. Donc, l'œil, il bouge sans arrêt, c'est ça le nystagmus. Alors, le nystagmus, il est constitué de quoi? Bon, c'est rapide, vous ne pouvez pas le voir, mais normalement, il est constitué d'une secousse, d'une petite secousse rapide, suivie d'une secousse lente. Il peut être horizontal, sur le plan horizontal, il peut être vertical, il peut être rotatoire, il peut même être multiple. Chez le même malade, on va trouver un nystagmus horizontal, vertical, parfois horizontal, parfois vertical, rotatoire, etc. Voilà, ou bien horizontaux rotatoires, c'est-à-dire dans le plan horizontal et en même temps ça tourne, l'œil tourne, donc horizontaux rotatoires. Voilà, donc le syndrome vestibulaire, il comporte deux signes. Un signe subjectif qui est le vertige, le voir. D'accord? Voilà. Alors, la démarche, comment le malade qui a un syndrome vestibulaire, il va marcher en étoile, à cause de ces étoiles, à droite, à gauche, on dirait qu'il, quand il marche, il dessine une étoile. On parle de démarche étoilée. Voilà. À l'examen, on va chercher le signe de Romberg, le Romberg labyrinthique, c'est-à-dire, vous mettez le malade debout, pieds joints, yeux fermés, talons joints, et vous allez avoir une déviation du corps. D'accord? Déviation du corps. Parfois, quand c'est pas net, vous suspectez cette déviation, mais c'est pas très net. Dites au malade de mettre ses bras tendus et ses index en face des vôtres. Vous mettez vos index en face des index du malade. Et là, vous allez voir la déviation. Vous allez vraiment voir la déviation de ses doigts par rapport à vos doigts. Et donc, ça, c'est le signe de Romberg labyrinthique. Voilà donc pour ce qui est du syndrome vestibulaire. Vous avez le vertige, vous avez le nystagmus, vous avez cette démarche étoilée et ce signe de Romberg. Maintenant, le syndrome vestibulaire, il peut être périphérique, il peut être central. Ah, d'accord? Périphérique, quand il y a une atteinte du noyau du nerf ou du nerf lui-même, ou bien central quand c'est-à-dire les organes centraux qui sont touchés. D'accord? Alors, on a le syndrome vestibulaire périphérique, syndrome vestibulaire central. Le périphérique, généralement, comment vous allez le reconnaître? D'abord au vertige. Le vertige, il est intense. D'accord? Alors que dans le central, c'est un vertige à type d'instabilité, c'est tout. Il est supportable. Donc, dans le périphérique, il est rotatoire, intense, avec nausées, vomissements, etc. Ça, c'est dans le périphérique. D'accord? Le nystagmus dans le périphérique, il est horizontal, c'est-à-dire le mouvement, il bouge, l'œil, il bouge dans le sens horizontal ou bien horizonto-rotatoire, c'est-à-dire il fait, dans le sens horizontal, il fait des rotations. Donc, ça, c'est le nystagmus périphérique, dans le syndrome vestibulaire périphérique. Dans le syndrome vestibulaire central, c'est un nystagmus qui peut être multiple, rotatoire ou vertical, c'est-à-dire il est multiple. D'accord? Dans tous les sens, on le voit. Voilà. Alors, la déviation maintenant. Quand vous mettez votre malade debout, il va dévier, n'est-ce pas? Alors, si elle se fait toujours du même côté, donc ça c'est périphérique. C'est-à-dire qu'il y a une lésion quelque part, la déviation, elle se fait du côté atteint.
le Romberg ou bien les index que vous mettez en face des vôtres, etc. Toujours la déviation du côté atteint. Alors que dans le central, la déviation, elle se fait dans tous les sens. Dans tous les sens. D'accord? Voilà pour ce qui est de la différence importante entre le syndrome vestibulaire périphérique et central. En plus, dans les syndromes vestibulaires périphériques, vous pouvez avoir des acouphènes, une baisse de l'acuité auditive, etc. Alors que dans le central, on n'a pas ces signes-là. D'accord? Donc voilà pour le syndrome vestibulaire. Alors, de quoi il est constitué? Et les deux syndromes vestibulaires, périphérique et central, il faut faire la différence toujours entre les deux. Vous avez un syndrome vestibulaire, quand on vous dit j'ai un syndrome vestibulaire, il faut toujours préciser s'il est périphérique ou central. Il ne faut pas dire ce malade, il a un syndrome vestibulaire, point. Non, est-ce qu'il est central ou périphérique? C'est très important. D'accord? Voilà donc pour ce qui est des syndromes vestibulaires. On passe au syndrome cérébelleux. C'est quand le cervelet est touché. Alors, quand le cervelet est touché, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des troubles de la statique, c'est-à-dire station debout et la marche. Donc, troubles de la statique, station debout et la marche, et des troubles de l'exécution des mouvements et du tonus. D'accord? Donc, on commence par les troubles de la statique et de la marche. Alors, le malade qui a un syndrome cérébelleux, il ne peut pas se tenir debout. Si vous le mettez debout, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il a un déséquilibre. Il est déséquilibré. Donc, qu'est-ce qu'il va, pour se tenir debout, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va écarter ses pieds. C'est ce qu'on appelle élargir son polygone de sustentation. Élargissement du polygone de sustentation. C'est-à-dire, il va écarter ses pieds pour pouvoir se tenir debout. Sinon, il ne peut pas. En plus, parfois, quand le syndrome cérébelleux est modéré, au début, si vous voulez, et que vous suspectez vraiment un syndrome cérébelleux, mais vous n'avez, il n'y a pas, le malade, il peut se tenir debout, etc., mais vous sentez qu'il fait un syndrome cérébelleux. Regardez le pied, son pied en bas, le cou du pied, si vous voulez. Le cou du pied, c'est quoi? C'est entre le pied et la jambe, juste cette région-là, hein, entre le pied et le début de la jambe, le cou du pied. Normalement, il y a les tendons, il y a des tendons des muscles. Alors, regardez-les, vous allez trouver qu'ils bougent. C'est ce qu'on appelle la danse des tendons. Si vous voyez qu'ils bougent, ça veut dire que le malade a qu'il est déséquilibré, donc les tendons bougent comme ça pour essayer de maintenir le malade debout. D'accord? Donc, on a soit une danse des tendons, soit carrément, le malade, il ne peut pas se tenir debout, il est obligé d'élargir son polygone de sustentation. Ça, c'est pour la station debout. Pour la marche, comment elle est la marche cérébelleuse? C'est une démarche ébrieuse. Ébrieuse, ça vient de ivre. C'est comme un malade qui a pris de l'alcool. Donc, il va à droite, à gauche, etc. C'est la démarche ébrieuse qui est typique donc du syndrome cérébelleux. D'accord? Typique du syndrome cérébelleux. Maintenant, les troubles des mouvements. Quand le malade fait un mouvement, l'exécution du mouvement. Comment on reconnaît que le malade fait un syndrome? Madame, Oui, oui. Madame, l'élargissement du polygone de sustentation, des oscillations non aggravées par la fermeture des yeux. Ah, d'accord, à la station debout, non aggravée, justement pour faire la différence entre le vestibulaire et, le cérébelleux. Le vestibulaire, quand il a dit… Signe de Romberg labyrinthique. Comment? Différentiel avec le signe de Romberg labyrinthique. Je ne vous entends pas, mais en tout cas, alors, si c'est aggravé par la fermeture des yeux, ça signe l'atteinte vestibulaire ou coordonale postérieure par atteinte de la sensibilité profonde. Si ce n'est pas aggravé par la fermeture des yeux, ça signe le cérébelleux. D'accord? Oui, oui, madame, merci. Voilà. Donc, maintenant, pour les troubles de l'exécution du mouvement. Alors, on va voir dans l'espace. Le malade, il va faire une dysmétrie ou une hypermétrie. Métrie, ça veut dire mètre, c'est-à-dire la distance, si vous voulez, du mouvement.
Alors, dysmétrie ou hypermétrie, c'est quoi? Quand vous dites au malade de faire l'épreuve doigt-nez, c'est-à-dire, il prend son doigt, il le met le bout du doigt sur le bout du nez, et il refait doigt-nez, il refait ce mouvement. Normalement, un sujet normal, quand vous lui dites de mettre le bout du doigt sur le bout du nez et refaire cette manœuvre, de refaire, et d'aller vite, normalement, il peut le faire sans aucun problème. Mais quelqu'un qui fait un syndrome cérébelleux, il va, à un moment, soit ne pas arriver au but, hein, le bout du doigt n'arrive pas au bout du nez, ou bien il le dépasse, la dysmétrie ou l'hypermétrie. D'accord? Il le dépasse. Donc là, il a un trouble, si vous voulez, du mètre, de la distance. D'accord? C'est ce qu'on appelle la dysmétrie ou l'hypermétrie. Donc, vous faites ça avec les mains. Vous pouvez faire ça au niveau du membre inférieur, talon, genou. Le malade doit mettre son talon sur son genou, de descendre le long de la jambe et de refaire encore le mouvement, refaire. Alors, normalement, s'il a une dysmétrie ou une hypermétrie, il ne va pas arriver au niveau talon, il va dépasser le talon. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un trouble d'exécution du mouvement. La synergie. Le malade fait aussi une synergie. C'est quoi la synergie? C'est des troubles de l'association des mouvements élémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un mouvement élémentaire, c'est un mouvement simple. Par exemple, épreuve doigt-nez, c'est un mouvement simple. Si vous dites au malade de mettre l'index sur l'oreille, c'est aussi un mouvement simple. Mais si vous lui dites de faire deux éléments élémentaires l'un après l'autre, ça devient comme un mouvement plus complexe. C'est-à-dire, vous lui dites de faire doigt-nez, après, il fait doigt, lobule de l'oreille. Doigt-nez, doigt-oreille, doigt-nez, doigt-oreille. Donc, si vous lui dites de faire un doigt-nez uniquement, il peut le faire. Si vous lui dites de faire deux mouvements l'un après l'autre, il ne peut pas le faire. Il va s'embrouiller, il va vous faire plusieurs fois doigt-nez, après il se rappelle, il fait doigt-l'oreille, etc. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de faire des mouvements élémentaires l'un après l'autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle la synergie. Donc voilà, dans l'espace, on peut avoir soit une dysmétrie hypermétrie, on peut avoir une asynergie, c'est-à-dire trouble de l'association de plusieurs mouvements élémentaires. Donc ça, c'est dans l'espace. Dans le temps, le malade, il va vous faire une dyschronométrie. Chrono, c'est le temps, dyschronométrie. C'est-à-dire, quand vous dites au malade, mets le doigt sur le nez. Alors, quand vous lui donnez l'ordre, allez, mettez le doigt sur le nez, il va mettre un moment avant de commencer. Après, il commence à faire cette manœuvre, vous lui dites d'arrêter, il continue, il va mettre un certain temps pour s'arrêter. Donc ça, il a un problème de temps, de chronomètre si vous voulez, d'accord? Ce qu'on appelle la dyschronométrie. Quelqu'un de normal, vous lui dites de commencer, il commence tout de suite, arrêter, il arrête tout de suite. Mais quelqu'un qui a un cérébelleux, non, il commence en retard, et il s'arrête en retard. Deuxième trouble, la diadococinésie. La diadococinésie, c'est quoi ça? C'est l'impossibilité d'effectuer des mouvements alternatifs rapides. C'est-à-dire, les mouvements alternatifs, c'est quoi? C'est faire des mouvements d'un côté, de l'autre. Montrer par exemple votre dos, montrer le dos de la main, ensuite la paume de la main. Dos de la main, paume de la main. Et donc, ça fait ce qu'on appelle l'épreuve des marionnettes. C'est comme si on faisait les marionnettes. Donc, quand vous dites au malade de faire ces mouvements alternatifs rapides, quelqu'un de normal, il les fait normalement. Les deux mains sont en paume ou sont en dos en même temps, même si vous lui dites d'aller rapidement, il fait normalement. Mais quelqu'un qui fait un syndrome cérébelleux, si vous lui dites d'aller rapidement, à un moment donné, il va vous faire n'importe quoi. Il va vous montrer la paume de la main droite et le dos de la main gauche, etc. Il va vous montrer n'importe quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diadococinésie, l'impossibilité d'effectuer des mouvements alternatifs rapides. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est dans le temps. Dyschronométrie, la diadococinésie. Le cérébelleux, il peut faire aussi un tremblement. Le cérébelleux, il vous fait des tremblements. Alors, pour ce qui est des tremblements en neurologie, on a trois types de tremblements. Vous avez le tremblement de repos, c'est-à-dire le malade, quand il écrit, il mange, etc., il n'a pas de tremblement. Dès qu'il est au repos, hop, il commence à trembler. On voit ça surtout dans la maladie de Parkinson.
Vous allez voir plus tard. Et donc, ce tremblement de repos, on peut avoir un tremblement d'attitude, c'est-à-dire quand le malade garde une attitude. Il ne bouge pas, il ne fait pas de mouvement. Il garde, par exemple, vous dites au malade de faire l'épreuve des bras tendus, c'est-à-dire de mettre ses bras tendus. Vous allez voir les mains qui vont trembler. C'est-à-dire de garder, vous lui dites de garder cette position, et bras tendus. Donc ça, c'est un mouvement, c'est un tremblement d'attitude. Il a gardé une attitude, il commence à trembler. Troisième type de tremblement, c'est le tremblement d'action. Le malade, il tremble pas au repos, il garde une attitude, pas de tremblement, mais dès qu'il commence à faire une action, par exemple écrire, manger, boire, etc., là, il commence à trembler. C'est le tremblement d'action. Donc, tremblement de repos, d'attitude et d'action. On peut avoir deux tremblements en même temps, comme dans le syndrome cérébelleux. Vous n'avez pas de tremblement de repos, mais un tremblement d'attitude et d'action. Voilà. On peut avoir aussi des troubles du tonus. Troubles du tonus, on va avoir chez le cérébelleux, on va avoir une hypotonie homolatérale, c'est-à-dire du côté de la lésion, on va avoir une hypotonie. Et vous pouvez, vous pouvez la stimuler par l'épreuve de Stewart-Harms. Stewart-Harms, c'est quoi cette épreuve? Vous dites au malade de tirer son bras vers lui, hein, de faire, c'est comme on dit, fait la force, hein, quand on dit aux enfants, fait la force, de tirer donc son bras vers lui, et vous essayez de tirer vers vous. Et normalement, quelqu'un de normal, qui n'a pas un syndrome cérébelleux, si vous lâchez, vous, le membre, il fait un petit mouvement, il s'arrête. Tandis que chez le cérébelleux, tellement son tonus est diminué, donc si vous lui lâchez le membre, il va venir frapper son épaule, tellement il n'a pas de tonus, ça ne s'arrête pas. Donc vous lâchez, hop, et ça va venir frapper son tonus est diminué. Donc ça, c'est l'épreuve de Stewart-Harms. En plus, le cérébelleux, comme il a un tremblement d'action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des troubles de l'écriture. Donc, pour écrire quelque chose, il est obligé d'écrire grand, c'est des grandes lettres, et comme il tremble, c'est des lettres très irrégulières, déchiquetées, etc., dysarthrées. C'est quoi la dysarthrée? C'est pas l'aphasie. L'aphasie, le malade, il parle pas, tandis que la dysarthrie, le malade, il parle, on comprend ce qu'il dit, mais il articule mal, il n'articule pas bien. D'accord? Il fait des phrases correctes et tout, mais il n'articule pas bien. C'est l'articulation. Il n'articule pas bien. Voilà pour ce qui est du syndrome cérébelleux. Donc, station debout et de la marche, et on va avoir des troubles d'exécution du mouvement. D'accord? Voilà pour le syndrome cérébelleux. Ça va? Est-ce que ça va? Madame, Madame, quelle est la différence entre la diadocotynésie et la synergie? C'est les deux ont l'impossibilité de faire deux mouvements. D'accord. Non, chauffez. La synergie, c'est quoi? C'est malade. Vous lui dites de faire un mouvement simple. Par exemple, doigt-nez. Il le fait même bien. Oreille, de toucher avec son doigt l'oreille. Une fois doigt-nez, une fois doigt-oreille. Une fois doigt-nez, une fois doigt-oreille. Et là, il ne va pas pouvoir le faire. Il va s'embrouiller. Et là, c'est l'impossibilité d'effectuer deux éléments. Madame, on n'entend rien. Vous n'entendez pas? Je répète. Alors, la synergie, c'est quoi? La synergie, c'est l'impossibilité d'effectuer deux mouvements simples l'un après l'autre.
D'accord? Oui. Alors, un mouvement simple, quand vous dites au malade de faire doigt, nez, doigt, nez, doigt, nez plusieurs fois, il peut le faire. Si vous lui dites de faire plusieurs fois doigt, oreille, avec son doigt, il touche son oreille. Attention, avec le doigt, par exemple, le droit, il doit toucher l'oreille gauche. Hein? Si vous lui dites doigt, oreille, doigt, il fait ça sans problème. Mais si vous lui dites de faire doigt, nez, et après doigt, oreille, doigt, oreille, doigt, nez, là, il va s'embrouiller, il ne va pas pouvoir le faire. D'accord? Un sujet normal, il peut le faire rapidement, mais un sujet qui a ce syndrome cérébelleux ne peut pas le faire. C'est ça la synergie, l'impossibilité d'effectuer deux mouvements élémentaires l'un après l'autre et rapidement. Tandis que la diadococinésie, c'est quoi? Vous dites au malade de montrer ses deux pommes après ses deux dos, la main, hein, les deux pommes, les deux dos. Quand il va doucement, ça va. Dès que vous lui dites d'aller rapidement, un sujet normal, il peut le faire. Un sujet qui a un cérébelleux, il va vous faire n'importe quoi. Il va vous montrer la pomme à gauche avec le dos de la main droite, etc. Il va s'embrouiller, il ne va pas pouvoir le faire. Et ça, c'est un seul mouvement. Hein. Ce n'est pas deux mouvements élémentaires l'un après l'autre. Ça, c'est un seul mouvement. Le mouvement des marionnettes. Et là, il va vous faire n'importe quoi. Et ça, c'est la diadococinésie. Impossibilité d'effectuer des mouvements alternatifs, c'est-à-dire d'un côté, de l'autre, et rapidement. Est-ce que ça va? Oui, madame, merci. Je continue donc. Bon. Et on arrive donc au dernier syndrome. C'est le syndrome hémisphérique. Les syndromes hémisphériques, d'accord? Et donc, on commence par le syndrome frontal. C'est quand le lobe frontal est touché. Quand le lobe frontal, que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il était responsable des fonctions psychiatriques et des fonctions motrices. D'accord? Donc, s'il est touché, on va avoir surtout des troubles psychiques. Hein? D'ailleurs, des fois, quand on s'amuse, quand on s'adore, quand on trouve quelqu'un de fou, on dit, voilà, c'est un frontal. Tellement, les troubles psychiques sont vraiment spécifiques au lobe frontal. D'accord? Donc, ils peuvent être sévères, intellectuels, c'est-à-dire le malade, il va avoir des troubles de l'attention, il ne va pas bien être attentif. Vous lui parlez, il regarde à droite, à gauche, etc. Il n'est pas attentif. Il peut avoir des troubles de la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire c'est l'amnésie de fixation. Parce qu'il n'est pas attentif, il ne va rien garder. Vous êtes en train de lui parler, il regarde à droite, à gauche, il n'est pas attentif. Donc, la mémoire de fixation est touchée. Il va vous faire une amnésie au fur et à mesure, c'est-à-dire de fixation, parce qu'il ne va rien garder dans sa tête. Il va faire une perte du jugement, de l'autocritique, de la capacité de synthèse mentale, c'est-à-dire c'est un malade qui va plus pouvoir juger le bien du mal. Il va plus s'autocritiquer, c'est-à-dire il peut vous faire n'importe quoi et il va pas dire ah j'ai fait quelque chose de mal. D'accord? Donc perte de jugement, de l'autocritique, de la synthèse mentale, donc tout ça il l'a perdu. D'accord? Donc voilà, c'est les troubles intellectuels. Les troubles thymiques, c'est-à-dire quand on est triste ou bien heureux, ou bien c'est ça, les troubles thymiques. Donc, c'est un malade, le frontal, quand on a une atteinte frontale, une lésion au niveau du... Alors, par exemple, il est hémiplégique, malgré ça, il est optimiste, euphorique, c'est-à-dire très, très content, hein, très heureux, alors qu'il est dans un état lamentable. Hémiplégique, il a trouble sanitaire, etc. Mais malgré ça, il est optimiste, euphorique, contrastant avec son état misérable, instinctif. C'est-à-dire, il ne peut plus se retenir. Il va manger sans arrêt, exaltation de la sexualité, d'où le nom de Moria. Tout ça, quand on a une libération des tendances instinctives, c'est-à-dire on ne peut plus se retenir, surtout, on appelle ça la Moria. En psychiatrie, on appelle ça la Moria. D'accord? Donc, c'est généralement, le frontal, il est comme ça. Hein? Il est optimiste, euphorique, exalté, mange beaucoup, sexualité exaltée, etc. C'est la Moria. Parfois, rarement, généralement, c'est l'optimisme, rarement,
Le frontal, il peut vous faire le contraire. Il est plutôt dépressif avec des idées suicidaires. C'est le contraire. D'accord? Donc, comportement, c'est un malade, si vous voulez, qui ne parle plus beaucoup, ralentissement de l'idéation, du langage, une perte d'intérêt, c'est-à-dire il n'a plus d'intérêt pour le milieu ambiant, il n'a plus de, c'est-à-dire s'il a l'habitude euh, de faire des activités avec ses enfants, ses petits-enfants, etc. Il ne le fait plus, il n'a plus d'intérêt. D'accord? Il a même parfois des actes délictueux, c'est-à-dire vol, violence, viol, etc., sans qu'il s'en rende compte. Donc, des troubles du comportement. Voilà les troubles psychiques qu'on peut voir dans le syndrome frontal, intellectuel, typique, trouble du comportement. Bon, en cas d'atteinte frontale, on a aussi un trouble du tonus. Et le trouble du tonus le plus retrouvé dans le frontal, c'est le grasping réflexe, ce phénomène de préhension forcée, le grasping réflexe. Ça veut dire le grasping réflexe. Si vous prenez la main du malade, vous la caressez un petit peu, il va s'agripper à vous, il ne va pas vous lâcher. Hein? C'est ce qu'on appelle le grasping réflexe. Le grasping réflexe, normalement, on le voit chez les bébés quand ils naissent. Vous prenez la main, vous touchez la paume de la main, il vous serre la main comme ça, ce qu'on appelle le grasping réflexe. Et avec l'âge, ça disparaît. Et chez le frontal, ça réapparaît. Réapparition donc du phénomène de préhension forcée qu'on appelle le grasping réflexe. Le moteur, dans le frontal, chez le frontal, vous allez avoir, en cas de lésion donc du lobe frontal, on va avoir une hémiplégie non proportionnelle. Ça veut dire hémiplégie proportionnelle, hémiplégie non proportionnelle. Quand on dit hémiplégie, ça veut dire qu'on a une atteinte de l'hémiphase, du membre supérieur et du membre inférieur. Ça, c'est quand on a une atteinte totale, on dit proportionnelle. Quand on a une atteinte d'un seul membre, on dit non proportionnelle. Et ici, en cas d'atteinte frontale, le lobe frontal, on a une hémiplégie qui prédomine surtout au niveau crural, c'est-à-dire au niveau du membre inférieur. Donc, le malade, le frontal, il pourra bouger son membre supérieur, mais pas son membre inférieur. Donc, c'est une hémiplégie à prédominance crurale dans le frontal. Maintenant, si on a une lésion au niveau du lobe frontal, quand vous avez une lésion au niveau des hémisphères cérébraux, attendez-vous à avoir de l'épilepsie. L'épilepsie. L'épilepsie, c'est quoi? C'est des hyperdécharges, si vous voulez. C'est une hyperactivité des neurones. Donc, ces neurones, ils vont décharger, si vous voulez, de l'électricité et ça donne des crises épileptiques. Ces crises épileptiques, elles peuvent être partielles ou généralisées. Si elles touchent une seule partie du cerveau, on dit qu'elles sont partielles. Si elles touchent tout le cerveau, on dit qu'elles sont généralisées. La différence entre les deux, c'est que quand elles sont partielles, généralement, il n'y a pas de perte de connaissance. Quand elles sont généralisées, il y a une perte de connaissance. Donc, l'épilepsie partielle ici, donc on va avoir des décharges seulement des neurones du lobe frontal, de la lésion du lobe frontal. Et donc, comme le lobe frontal est responsable de la motricité, on va avoir des crises partielles motrices, seulement motrices. Donc, imaginez qu'on a une lésion au niveau du lobe frontal gauche. On va avoir de l'épilepsie motrice au niveau de l'hémicorps droit. Alors, on va voir des crises, c'est des mouvements seulement au niveau de cet hémicorps, c'est tout. Hein, parce qu'elles sont partielles, elles n'ont touché que le frontal gauche, la partie frontale gauche. Donc, pas de perte de connaissance, et on va avoir ces crises partielles motrices, qu'on appelle les crises Bravais-Jacksoniennes. Bravais-Jacksoniennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces crises-là, elles vont commencer par le pouce. Le pouce, il va commencer à bouger, à bouger, à bouger. Après, c'est les doigts, la main, le membre, l'avant-bras, le bras, et après, c'est tout le mi-corps, le pied, etc. Donc, il va commencer à bouger, donc à être le siège d'une crise de clonie. Ça va durer quelques minutes, et après, ça s'arrête. Donc, c'est une crise partielle motrice, type Bravais-Jacksonien. Est-ce que ça va? Oui. Madame, quelle est la différence entre l'hémiplégie non proportionnelle et la paraplégie?
Déjà, la Pourquoi? différence des deux, c'est la topographie. Hémiplégie, c'est l'hémicorps, c'est-à-dire le membre supérieur et le membre inférieur d'un seul côté. C'est ça l'hémiplégie. D'accord? Oui. Madame, vous avez dit que Les membres l'hémiplégie non donc, proportionnelle, Comment? vous avez dit que l'hémiplégie non proportionnelle, le syndrome frontal, atteint le plus souvent le membre inférieur. Pourquoi on n'a Uniquement pas le dit membre. que c'est une Hein? paraplégie ou... Non, 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 non. Là, on est au niveau cérébral, donc on ne peut pas avoir de paraplégie, on peut avoir que des hémiplégies. D'accord? Au niveau cérébral, l'hémisphère droit innerve, si vous contrôlez l'hémicorps gauche, et l'hémisphère gauche contrôle l'hémicorps droit. Donc, là, quand je dis proportionnel ou non proportionnel, c'est par rapport au membre supérieur et au membre inférieur. C'est-à-dire, quand c'est proportionnel, vous allez avoir une hémiplégie, c'est-à-dire une hémiplégie totale, c'est-à-dire le membre supérieur et le membre inférieur qui sont paralysés. D'accord? Quand c'est une hémiplégie non proportionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une paralysie de l'hémicorps, mais qui prédomine soit sur le membre supérieur, soit sur le membre inférieur. Ah, oui, madame. Ici, on ne parle pas de paraplégie. Paraplégie, c'est au niveau médulaire, au niveau bas. D'accord? Oui, madame, merci. Merci. Voilà, je vous en prie. Est-ce que donc… Docteur, Madame, Oui, oui. Madame, est-ce qu'un tumeur peut causer un syndrome frontal? Comment? Est-ce qu'un tumeur peut causer un syndrome frontal? Bien sûr. Je vous parlais tout à l'heure des étiologies. C'est-à-dire, moi, depuis tout à l'heure, je dis lésion frontale, lésion pariétale, lésion. Mais cette lésion, ça peut être une tumeur, un accident vasculaire cérébral, une infection, une malformation vasculaire, un traumatisme. D'accord? Tout ça, c'est ça la lésion dont je parle tout à l'heure. Ça peut être tumeur, AVC, malformation vasculaire, etc. D'accord? Voilà les étiologies qui peuvent toucher ces lobes-là. D'accord? D'accord, madame, merci. docteur, Donc, je passe. docteur, le syndrome frontal, est-ce qu'on peut les voir chez les enfants? Bien sûr, si un enfant fait une tumeur frontale, il va faire un syndrome frontal. Bien sûr, les signes diffèrent un peu. Un enfant, ses troubles intellectuels, de mémoire, tout ça, sont différents chez l'adulte, mais il va faire des troubles psychiatriques comme chez l'adulte. Des troubles psychiatriques, moteurs, d'épilepsie, etc., comme chez l'adulte. Docteur, l'activité d'épilepsie dans ce syndrome frontal, est-ce qu'elle s'exprime seulement par les tremblements des membres inférieurs ou bien qu'il y a une autre façon d'expression de ce syndrome, de cette épilepsie? Des crises d'épilepsie, hein? J'ai pas bien entendu. Les crises Vous pouvez répéter. Dans ce syndrome frontal, est-ce D'épilepsie. qu'elle s'exprime seulement par les tremblements de membres inférieurs ou bien il y a une autre façon? Ça peut toucher aussi le membre supérieur parce que les décharges, généralement, elles diffusent. Les décharges diffusent un peu. Vous voyez, c'est pas seulement au niveau de la lésion elle-même. C'est-à-dire, ça diffuse un petit peu. Et donc, on va avoir une épilepsie qui touche tous les hémicorps. Pas seulement au niveau pleural. Et écoutez bien, quand je vous ai dit tout à l'heure hémiplégie, l'hémiplégie, elle touche le membre supérieur et le membre inférieur. Mais elle est accentuée seulement au niveau du membre inférieur. Mais le membre supérieur aussi, il est paralysé. Par des mouvements involontaires, c'est ça la façon d'expression de cette crise? Ou bien perte de sensation? Je sais pas, ça se coupe, hein, ça se coupe. La crise, comment s'exprime? Est-ce que par des tremblements de membres ou par perte de sensation? Non, c'est des mouvements. Pourquoi? Parce que c'est moteur. On est dans le lobe frontal, on est dans le moteur. Tout à l'heure, quand on fera le lobe pariétal, à ce moment-là, ce sont des troubles sensitifs. L'épilepsie va se traduire par des troubles sensitifs. D'accord? D'accord, merci, d'accord. Alors, je répète encore, quand je dis hémiplégie non proportionnelle, je dis hémiplégie, ça veut dire que tout l'hémicorps est paralysé. Seulement, il y a une partie qui est plus paralysée que l'autre. Quand je dis hémiplégie
même le membre supérieur, il est derrière. Mais le malade pourra quand même membre supérieur. Quand je dis la prédominance chorale, c'est une hémiplégie totale, mais qui prédomine au membre inférieur. D'accord? D'accord. Alors, je passe au syndrome pariétal. Par atteinte du lobe pariétal. Donc, je suis au niveau pariétal, donc je suis au niveau des sensibilités. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le malade, déjà, il va se plaindre de troubles subjectifs, c'est-à-dire des paresthésies. Quand le malade dit j'ai des fourmillements, des picotements, est-ce que je les vois? Je ne les vois pas. Donc, ça, c'est des troubles subjectifs. D'accord? Par contre, les troubles objectifs, là, je vais les trouver dans mon examen neurologique. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des diminutions de sensibilité. Donc, hémianesthésie, diminution des sensibilités du côté opposé à la lésion. Pourquoi du côté opposé à la lésion? Contralatéral. Parce que toutes mes fibres sensitives ont traversé la ligne médiane, soit au niveau médulaire pour le faisceau spinothalamique, soit au niveau bulbaire pour les cordons postérieurs. Donc, toutes les sensibilités, je vais les trouver, tous les troubles de la sensibilité, je vais les trouver du côté opposé à la lésion. D'accord? Donc, les troubles objectifs, je vais trouver une diminution au chaud, au froid, à la douleur, des troubles de la sensibilité profonde, par exemple la non-reconnaissance des objets placés dans le doigt, dans la main, la non-reconnaissance de la position des deux orteils, des doigts, etc. Voilà donc pour ce qui est des troubles objectifs que je vais avoir. Des troubles, je peux avoir, en cas d'atteinte pariétale, je peux avoir aussi des troubles sensoriels. Sensoriels, c'est-à-dire des atteintes vestibulaires, des sensations vertigineuses. Je peux avoir des troubles du goût, le goût. C'est-à-dire le malade, il va avoir des hallucinations gustatives. C'est-à-dire, c'est quoi une hallucination? Hallucination, c'est la perception de quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, je vois devant moi quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Je vois devant moi, par exemple, une montagne alors qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est une hallucination. Contrairement à l'illusion, illusion, c'est quelque chose qui existe, mais qui est déformé. Par exemple, je vois un stylo, mais je le vois très grand ou très petit. C'est un peu les métamorphoses dont on a parlé hier. Donc, l'hallucination, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'illusion, c'est quelque chose qui existe, mais déformé. D'accord? Donc là, dans le pariétal, je peux avoir des troubles du goût, je peux avoir des hallucinations gustatives. C'est-à-dire, tout d'un coup, le malade, il va sentir comme s'il a un goût amer ou acide ou sucré, par exemple, dans la bouche, alors qu'il n'a rien dans la bouche. Voilà. On peut avoir aussi des troubles visuels. Hein? D'accord, on peut avoir une sensation de douleur. Quoi? Répétez, s'il vous plaît. On peut avoir une sensation de douleur. On peut avoir des douleurs. Oui. Non, les douleurs, on ne les voit pas en cas d'atteinte pariétale, mais on les voit en cas d'atteinte thalamique, du thalamus. Des douleurs neuropathiques, on les voit dans les atteintes du thalamus, c'est quand le thalamus est lésé. D'accord? Mais pas en cas d'atteinte pariétale, on va avoir des paresthésies, des picotements, des fourmillements, etc. Mais pas vraiment de douleur. D'accord? Bien que les paresthésies pariétales, elles peuvent être gênantes, mais pas vraiment de douleur. Voilà. D'accord? Merci, d'accord. Alors, pour les troubles visuels, on peut avoir des quadranopsies, des HLH, ça veut dire hémianopsie latérale homonyme. Tout ça, alors, les quadranopsies, hémianopsie latérale homonyme, c'est des amputations du champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Essayez de regarder devant vous, tout droit, sans bouger les yeux. Vous êtes, par exemple, dans votre chambre. Vous regardez tout droit sans bouger les yeux. Mais vous pouvez voir, sans bouger les yeux, tout ce qui est latéral. Par exemple, moi, voilà, je suis dans ma chambre, je regarde, voilà. Je vois la fenêtre alors qu'elle est complètement en latéral.
je vois la porte, elle est complètement latérale, sans bouger les yeux. C'est ça mon champ visuel, c'est tout ce que je vois sans bouger les yeux. D'accord? Donc, parfois, en regardant comme ça, je vois par exemple un cadran où je ne vois rien du tout. D'accord? Ou bien un hémichant carrément où je ne vois rien du tout. Par exemple, je ne vois rien du tout de mon côté nasal, je ne vois rien du tout de mon côté temporal. Ça, c'est quoi ça? C'est des amputations du champ visuel. Et ça, on voit ça quand? C'est quand on a une atteinte du chiasma optique, etc. Au niveau, tout ce qui est fibre optique. Et là, pour comprendre les quadranopsies, les hémianopsies, les troubles du champ visuel, même chose. Donc, je vais vous réserver un jour. Par exemple, si on termine le jeudi, le vendredi, Inch'Allah, je vais vous réserver un jour, on fera TTP, c'est-à-dire je vais vous montrer le plasma optique, je vais vous expliquer les amputations du champ visuel, la paralysie faciale périphérique, etc., pour faire la différence entre centrale et périphérique, etc. Ça nécessite un cours à part, plutôt un TP, d'accord? Sachez seulement pour le moment que, en cas d'atteinte pariétale, on peut avoir des troubles vestibulaires, c'est-à-dire des troubles sensoriels à type de vertige, des hallucinations gustatives, ne le reconnaît pas comme lui appartient. D'accord? Ça, c'est l'hémiasomatognosie. Le malade, il peut faire aussi soit une hémiasomatognosie, soit une anosognosie. C'est quoi l'anosognosie? L'anosognosie, c'est-à-dire son hémicorps qui est paralysé. Il sait qu'il est à lui, il le reconnaît comme quoi il est à lui, mais il ne reconnaît pas le trouble. Pour lui, c'est un hémicorps qui est bien, il n'est pas paralysé. Il ne reconnaît pas donc le trouble, d'accord? Donc, trouble du schéma corporel, si c'est l'hémisphère mineur qui est touché, on va avoir soit une hémiasomatognosie, donc la non-reconnaissance carrément de l'hémicorps paralysé, soit une anosognosie, c'est la non-reconnaissance du déficit, du trouble. Docteur, non-reconnaissance en moment de crise seulement. Non, ça y est, c'est des signes installés, c'est pas des crises d'épilepsie, ça, c'est des signes installés. D'accord? D'accord. En cas de l'atteinte d'hémisphère mineur. Si c'est l'hémisphère dominant qui est touché, si c'est par exemple l'hémisphère, chez les droitiers, si vous voulez, si c'est l'hémisphère gauche qui est touché, à ce moment-là, on peut avoir une autotopoagnosie, c'est-à-dire impossibilité de localiser les différentes parties de son corps. Autotopoagnosie, c'est quoi ça? Par exemple, vous dites au malade, où est ton nez? Il ne sait pas. Où est ton œil droit? Il ne sait pas. Où est ton pied? Il ne sait pas. Donc, l'impossibilité de localiser les différentes parties de son corps. L'autotopoagnosie. Ou bien, il peut faire, par exemple, une agnosie digitale, c'est-à-dire incapacité d'identifier ses doigts ou celle de l'examen. C'est-à-dire, vous lui dites que montrez-moi le petit doigt, montrez-moi l'index, montrez-moi. Il ne sait plus, il ne le sait plus. D'accord? Il peut faire aussi une distinction droite-gauche. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de connaître sa droite de sa gauche, il ne sait plus maintenant. Vous lui dites, donnez-moi la main gauche, il ne sait pas, il ne sait pas. D'accord? Il ne sait plus. Voilà. Donc, voilà pour le lobe pariétal. Donc, le lobe pariétal, c'est surtout la sensibilité et surtout ces troubles du schéma corporel. D'accord? Voilà donc, pour ce qui est de l'épilepsie du lobe pariétal, l'épilepsie du lobe pariétal, c'est une épilepsie partielle, sensitive. Tout à l'heure, je vous ai dit, bravée jacksonienne, motrice, c'est-à-dire le mouvement, c'est des mouvements. Le doigt, il va bouger, le pouce, ensuite les doigts, la main, ensuite c'est tout l'hémicorps. Ça dure quelques minutes et ça disparaît. Dans l'épilepsie pariétale, c'est des fourmillements, des picotements. Tout d'un coup, le malade, il a des fourmillements, picotements, etc. au niveau de tout son hémicorps contralatéral à la lésion. Ça dure quelque temps et puis ça disparaît sous forme de crise. C'est ça la crise épileptique pariétale. Elle est sensitive. D'accord? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien.
On Madame, passe donc. Oui, Madame, quand vous avez dit l'hémianesthésie contralatérale, entre parenthèses, vous avez écrit à tous les modes. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression? ça veut dire au chaud, au froid, tactile et thermoalgésique. Ah, d'accord, Tactile et thermoalgésique. Voilà. d'accord. Maintenant, on va voir le syndrome temporal en cas d'atteinte du lobe temporal. Le lobe temporal, il est responsable surtout de l'audition et de certaines formes, ce qu'on appelle les fonctions cognitives. C'est quoi les fonctions cognitives? Les fonctions cognitives, par exemple, la mémoire, le langage, le fait de savoir s'habiller, le fait de savoir, c'est-à-dire percevoir certaines choses. Tout ça, c'est des fonctions supérieures, les fonctions cognitives. D'accord? Alors, le fait de reconnaître certaines choses, etc. Alors, le lobe temporal, quand il est touché, on peut avoir des troubles auditifs, des troubles sensoriels et des troubles gnosiques. Gnosique, c'est quoi la gnosie? La gnosie, c'est le fait de reconnaître quelque chose, par exemple, quelque chose que je connais depuis longtemps, je le vois maintenant, je le reconnais. Si je ne le reconnais pas, je fais une agnosie. D'accord? Donc, on va voir. Regardez, on peut avoir, en cas d'atteinte temporale, des troubles auditifs. Si on a des troubles auditifs, alors, pour bien entendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'oreille, il faut le nerf auditif, le cochléo-vestibulaire, la 8e paire crânienne, et il faut l'air auditif au niveau du cerveau, l'air auditif qui est au niveau du lobe temporal. Donc, il faut que ces 3 structures soient intactes pour bien entendre. L'oreille, toute l'oreille, interne, externe, etc. Le nerf auditif et le lobe temporal, l'air auditif au niveau du lobe temporal. Si une de ces structures est touchée, le malade n'entend plus. Alors, si c'est l'oreille ou le nerf qui sont touchés, plutôt c'est l'oreille qui est touchée, on va avoir une surdité de transmission. Si c'est le nerf ou bien le lobe temporal qui est touché, on va avoir une surdité de perception. La différence entre les deux, c'est quand on a une surdité de transmission par atteinte externe, si vous voulez, de l'oreille, là, on peut la corriger par l'appareillage. S'il y en a une structure par atteinte des structures nerveuses, si on a une surdité par atteinte des structures nerveuses, c'est-à-dire le nerf ou bien surtout l'air temporal de l'audition, à ce moment-là, c'est une surdité de perception, on ne peut pas la corriger avec l'appareillage. D'accord? Il faut, maintenant, on peut faire la greffe d'appareils, etc. Là, d'accord. Mais les appareils en externe ne corrigent que la surdité de transmission et pas la surdité de perception. D'accord? Et donc, quand on a une atteinte de l'aire auditive au niveau du lobe temporal, on parle de surdité corticale. Corticale, c'est-à-dire c'est le cortex temporal qui est touché. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de la surdité corticale. On peut avoir des agnosies. Alors, regardez bien la différence entre surdité et agnosie auditive. Surdité, le malade, il n'entend pas. D'accord? Il n'entend pas, il n'entend plus par atteinte corticale. Agnosie, c'est quoi? Le malade, il entend, mais il ne reconnaît pas. Par exemple, il a l'habitude de reconnaître certaines musiques qu'il aime, qu'il a l'habitude d'entendre. Là, vous lui mettez ces musiques, il ne le reconnaît plus. Il a l'habitude de reconnaître, par exemple, une assiette quand elle se casse. Là, il ne reconnaît plus ce bruit-là. Vous cassez devant lui une assiette, il ne reconnaît rien du tout. D'accord? C'est la non-reconnaissance des bruits. Musique, bruit, langage, n'importe quoi. Est-ce que vous voyez la différence? Surdité, c'est la personne n'entend plus. Agnosie, il ne reconnaît plus. Il entend, mais il ne reconnaît pas. D'accord? Voilà le principal atteinte au niveau, quand on a une atteinte temporale. Voilà le principal signe. En plus, le malade, comme le lobe olfactif, il passe
à côté donc du syndrome temporal, il y a les fibres qui passent à côté. Donc, on peut avoir aussi une diminution de l'odorat, une hyposmie ou carrément une anosmie. On peut avoir des troubles gustatifs. Par exemple, le malade n'a plus le goût gustatif. On peut avoir des hymianopsies latérales homonymes ou encadrants, c'est-à-dire des troubles du champ visuel, que je vais vous expliquer en détail plus tard. Des troubles du champ visuel. On peut avoir aussi des troubles vestibulaires, c'est-à-dire vertige, équilibre, etc. Voilà. Et un signe important, c'est l'aphasie. C'est une aphasie. Alors, l'aphasie, on a deux types d'aphasie. L'aphasie de Wernicke et l'aphasie de Broca. L'aphasie de Wernicke, c'est une aphasie qui est très fluente. C'est-à-dire, le malade, il parle sans arrêt et on ne comprend rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il utilise un mot à la place de l'autre, il utilise une phrase pour expliquer un mot, etc. Donc, il dit n'importe quoi et donc il parle, on ne comprend rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aphasie de Wernicke. Et le Wernicke, ça vient de l'air, la surface de Wernicke qui est située au niveau du lobe temporal. Quand elle est touchée, on va avoir l'aphasie de Wernicke. Contrairement à l'aphasie de Broca, c'est une aphasie où le malade ne parle pratiquement pas. Et quand il parle, même chose, quand il parle, il utilise un mot à la place de l'autre, etc. Et donc, même chose, on ne comprend pas, mais ici, le malade parle très très peu dans l'aphasie de Broca. Voilà. En cas d'atteinte temporale, on peut avoir aussi des hallucinations, toutes les hallucinations, en cas d'atteinte temporale, c'est-à-dire auditive. Le malade entend des bruits qui n'existent pas, il peut sentir des odeurs qui n'existent pas, il peut sentir un goût dans sa bouche qui n'existe pas, il peut voir des choses qui n'existent pas. Donc, le lobe temporal, quand il est touché, toujours le lobe temporal, il est très riche en signes cliniques, très riche en signes cliniques. Et même son épilepsie, elle est très, très riche en signes cliniques. L'épilepsie temporale, vous allez la voir en détail, bien sûr, quand vous ferez l'épilepsie, mais je peux vous dire certaines choses sur l'épilepsie temporale. Par exemple, le malade, il est là, et puis tout d'un coup, il va voir, c'est comme s'il était dans un jardin avec plein d'arbres, des oiseaux, des fleurs, toutes les couleurs, des scènes animées, on dirait un dessin animé, etc. Ça dure quelque temps, le temps de la crise, le temps de la décharge, si vous voulez, des décharges neuronales au niveau temporal. Et après, quand tout disparaît. Donc, voilà la crise la plus fréquente, la crise temporale la plus fréquente. D'accord? Vous allez en voir, il y en a beaucoup, les crises temporales, mais celle-là, c'est la plus fréquente. Est-ce que ça va pour le lobe temporal? Oui, madame, ça va. Ça va. Donc, on termine avec le syndrome occipital. Le syndrome occipital, donc, le lobe occipital, quand il est touché, on va avoir des troubles visuels. Le lobe occipital, sa fonction, c'est surtout la vision. Donc, on va avoir des troubles visuels, soit des troubles de la vision, soit des troubles du champ visuel. D'accord? Donc, le trouble du champ visuel, je vous ai dit, on va voir ça, il faut des schémas, ça prend du temps, etc. Donc, on fera ça au cours d'un TP. Probablement, Inch'Allah, le vendredi, on va voir. D'accord? Donc, on peut avoir une hémianopsie latérale homonyme, c'est-à-dire la perte d'un hémichant. C'est-à-dire, le malade, il regarde comme ça et il ne va pas voir la moitié, par exemple, de son champ visuel, ce qu'on appelle l'hémianopsie latérale homonyme. Ou bien seulement un cadran dans son champ visuel. Un cadran, le cadran supérieur, le cadran inférieur. Voilà, on va voir ça plus tard. Ou bien, on peut voir carrément un scotum hémianopsique, c'est-à-dire le malade, il voit son champ visuel est très bien dans tous les sens, mais il y a un point dans son champ visuel où il ne voit rien, ce qu'on appelle les scotums hémianopsiques. Donc, les hémianopsies, des troubles du champ visuel. En cas d'atteinte occipitale, le malade, il peut faire une cécité, mais c'est une cécité corticale. Alors, pour bien voir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'intégrité de l'œil, du globe oculaire, le nerf optique et le lobe occipital. Si vous avez une atteinte de l'œil, on va avoir donc une cécité, mais c'est une cécité par atteinte
c'est-à-dire c'est l'œil qui est touché. D'accord? Ophtalmique, c'est une cécité ophtalmique. Si vous avez une atteinte du nerf optique ou bien du chiasma ou bien du lobe occipital, plutôt, là c'est une cécité centrale. Si c'est le lobe occipital qui est touché, le cortex occipital, là on dit carrément cécité corticale. Et même chose, si c'est l'œil qui est touché, vous pouvez corriger ça avec des lunettes. Si c'est le nerf ou bien surtout si c'est une cécité corticale, ce n'est pas possible de corriger ça du tout. C'est une cécité définitive. On ne peut pas la corriger, sauf s'il y a des implants, comme pour l'audition. D'accord? Donc, perte de vision totale, mais les réflexes pupillaires persistent. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent du nerf, le nerf moteur oculaire commun, qu'on va voir plus tard. Hein. Ça, on va voir ça dans l'examen neurologique. Donc, on peut avoir des hémianopsies, des troubles du champ visuel, on peut avoir une cécité corticale, le malade ne voit plus, et ce n'est pas corrigeable. On peut avoir des hallucinations visuelles, des métamorphopsies, c'est-à-dire, soit le malade, il va voir des choses qui n'existent pas, ou bien des métamorphopsies, il va voir des choses modifiées. Hein? C'est des illusions ou les métamorphopsies, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, il va voir par exemple des lunettes très très agrandies, un portable très grand ou très petit, d'accord? Donc voilà, ou bien déformé dans tous les sens. Donc ça, c'est des métamorphopsies. En cas d'atteinte occipitale, on peut avoir aussi des agnosies. L'agnosie, je vous ai dit tout à l'heure, c'est on ne reconnaît plus des choses qu'on connaissait. C'est-à-dire là, le malade, il ne reconnaît plus par la vision. Hein, il ne reconnaît plus. Par exemple, il va voir un portable, il ne le reconnaît plus. Alors qu'avant, il savait que c'était un portable. D'accord? Il va voir des personnes qu'il connaissait, il ne les reconnaît plus. Il les voit, mais il ne les reconnaît plus. Il va voir, par exemple, des choses dessinées, il ne les reconnaît plus. D'accord? Donc voilà, c'est la non-reconnaissance des choses qu'on connaissait avant. Hein? Voilà. Et enfin, en cas d'attaque. Oui? Oui? Docteur, s'il vous plaît, par exemple, tout ce qui concerne les maladies ophtalmiques. Si on prend la myopie par exemple, madame, quelle est la différence entre un myopie corrigeable avec les lunettes et un myopie non corrigeable, même si on prend les lunettes? Est-ce que ça vraiment... D'abord, moi je suppose, hein, je ne suis pas ophtalmo, mais je suppose que c'est les grandes myopies qui ne sont pas corrigeables. C'est les myopies qui sont très très importantes et parfois on a recours au laser, on a recours à la chirurgie, etc. D'accord? Je suppose, mais ça c'est un problème d'ophtalmo, hein, c'est une question d'ophtalmo. D'accord? Ah, d'accord. D'accord, madame, j'ai posé la question seulement pour savoir est-ce que les myopies non corrigeables par les lunettes ont des problèmes, c'est-à-dire au niveau du cortex cérébral. Non, ça reste local, hein, ça reste purement local. Sauf si le malade a deux problèmes qui n'ont rien à voir avec l'autre. Un malade, il a le droit de faire une forte myopie et une tumeur occipitale, par exemple. D'accord? Mais que l'un soit lié à l'autre, non. D'accord. D'accord? Et donc, on termine par des crises d'épilepsie. Je vous en prie. Donc, le syndrome, le lobe occipital, quand il est touché, on va avoir des décharges donc, au niveau du cortex occipital. Et donc, c'est des crises partielles visuelles. Crise partielle visuelle, c'est-à-dire le malade, il est là, et tout d'un coup, il va voir des choses qui n'existent pas, mais le temps de la crise, après, ça disparaît. Vous allez me dire, ça peut poser diagnostic, ça peut être des hallucinations. Non, les hallucinations, elles sont là tout le temps. Tandis que les crises à symptomatologie visuelle, les crises épileptiques hallucinatoires, qui dit crise dit quelque chose qui vient, qui reste quelque temps et qui disparaît. Le temps de la décharge. J'ai une décharge épileptique, décharge d'électricité au niveau de mon lobe occipital. Dès qu'elle commence, je vais voir des choses qui n'existent pas, n'importe quoi qui n'existe pas.
quelque temps et ça disparaît. Ça, c'est une crise hallucinatoire épileptique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous êtes là? Je termine par la dernière diapo. Docteur, La dernière diapo. docteur, si les hallucinations persistent, c'est-à-dire il y a une lésion cérébrale, au contraire. Ah, bien sûr. Des hallucinations. Oui, si les hallucinations persistent, c'est-à-dire il y a une lésion cérébrale au niveau pariétal, هذا. Des hallucinations visuelles. Oui, Des hallucinations visuelles, vous pouvez les voir au niveau pariétal, mais leur siège le plus important, c'est au niveau occipital. d'accord. C'est-à-dire s'il D'accord. persiste, si la lésion est au niveau de lobe de cortex occipital. C'est comme ça. ولا ما سمعتك بنتي. C'est-à-dire si les hallucinations persistent, la lésion est au niveau de cortex occipital. Les hallucinations visuelles. Oui, Bon. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Les hallucinations visuelles, on les voit surtout, bien sûr, au niveau occipital, puisque le lobe occipital est responsable de la vision. Seulement, il faut savoir toujours que, quand je vous dis, par exemple, le lobe frontal responsable de la motricité, n'oubliez pas que le lobe frontal, il est adjacent avec le lobe pariétal. Donc, là où il se touche, le lobe pariétal aussi, il peut aussi avoir des fonctions motrices. D'accord? oui. D'accord. Le lobe pariétal, il est collé au lobe occipital. Donc, la région qui est collée au lobe occipital, du lobe pariétal qui est collée au lobe occipital, si elle est lésée, on peut avoir aussi des hallucinations visuelles. Donc, ce n'est pas des structures qui sont loin les unes des autres, c'est des structures qui sont collées les unes aux autres. Donc, on peut avoir des signes qui sont communs aux deux structures, n'est-ce pas? D'accord, oui. Voilà. Docteur, ou les crises d'épilepsie, dites qu'il y a une lésion ou là, c'est pas obligé. يعني يقدر يكون عندنا des Pas crises obligé, d'épilepsie c'est sans pas lésion. obligé. Non, c'est pas obligé. Vous avez les épilepsies secondaires, quand il y a une tumeur, un AVC, etc. Et vous avez les épilepsies idiopathiques qui n'ont aucune cause. D'accord? D'accord. Et ça, vous On allez traite les les deux, on traite l'idiopathique et les crises secondaires ou on traite seulement l'idiopathique, l'épilepsie. Sophie, on a des crises secondaires. L'épilepsie secondaire, c'est une épilepsie qui est secondaire à une tumeur, à un accident vasculaire, à une infection, une méningite, etc. Crédit secondaire, ça se voit. Et vous avez des crises d'épilepsie idiopathiques, essentielles, qui n'ont aucune cause. Aucune cause. Vous faites une IRM, un scan, vous ne trouvez rien du tout. C'est comme ça. Des cellules qui tout d'un coup commencent à décharger et l'épilepsie s'installe sans aucune cause. D'accord? D'accord. Voilà. Docteur, on traite les deux ou bien on traite seulement l'épilepsie qui a une cause? Ah, vous traitez les deux. Vous n'allez pas laisser un épileptique, le pauvre, sans traitement, même si c'est idiopathique. Hein? D'accord, d'accord. Maintenant, si c'est idiopathique, on traite uniquement l'épilepsie par des antiépileptiques. Si c'est secondaire, vous traitez l'épilepsie par des antiépileptiques, mais vous traitez la cause. Vous enlevez cette tumeur qui est la cause de cette épilepsie. D'accord? D'accord. Merci, d'accord. Voilà. Je termine donc par les examens complémentaires. Vous avez donc un syndrome frontal ou un syndrome temporal ou un syndrome, d'accord? Vous avez des signes. Vous avez un malade, par exemple, qui vous fait une euphorie. Il est très, très content, très heureux, avec une hémiplégie à prédominance sclérale. Vous dites, voilà, quand vous avez examiné, vous avez trouvé tous ces signes. À la fin, vous dites, on retrouve, l'examen neurologique retrouve un syndrome frontal constitué de euphorie, d'une hémiplégie à prédominance sclérale. Il faut toujours préciser ce que vous avez trouvé. Hein? Donc voilà, c'est ça le syndrome topographique, syndrome frontal, fait de tel et tel signe. D'accord? Donc, pour trouver l'étiologie, qu'est-ce que je fais? Je peux demander, si c'est une infection par exemple, je vais demander une ponction lombaire. Bah, ça peut être une méningite, d'accord? Si
je demande une radio du crâne, le malade a très mal à la tête. Ça peut être un problème osseux du crâne, ça peut être un traumatisme crânien. Le malade, il peut avoir fait un traumatisme crânien. Donc, je fais une radio du crâne, ça peut être une fracture, d'accord? Je fais un électroencéphalogramme, hein? Ça peut être une encéphalite. Alors, l'électroencéphalogramme, je vous ai dit qu'on ne le demandait pas comme ça devant une céphalite. Quelles sont les indications de l'électroencéphalogramme? L'épilepsie, les encéphalites, c'est-à-dire les infections du cerveau, pas des méninges, du cerveau, encéphalite. Parce qu'on a un certain tracé qu'on va voir aussi au cours d'un TP, quand on, le tracé EG qui montre qu'il y a une infection au niveau du cerveau. D'accord? Et vous avez les troubles du sommeil. Quelqu'un qui fait des troubles du sommeil, ça peut se voir aussi sur le EG. Voilà quand est-ce qu'on demande l'EG. En cas d'épilepsie, encéphalite et en cas de troubles du sommeil. Donc ici, si je suspecte une infection, une encéphalite, je demande un EEG qui va me montrer un tracé de l'encéphalite. Je suspecte une tumeur, je demande un scanner. Je suspecte une tumeur, malformation vasculaire, un accident vasculaire, je demande un scanner ou bien une IRM. D'accord? Donc voilà les examens qu'on demande en cas de syndrome frontal, temporal, occipital, etc. Quelles sont les causes qui peuvent nous donner une atteinte frontale ou une atteinte occipitale ou une atteinte temporale? C'est soit le vasculaire, les accidents vasculaires, soit une hémorragie, ou bien un vaisseau qui se bouge, c'est-à-dire une ischémie, un ramollissement, un infarctus. Alors, ischémie, ramollissement, infarctus, c'est la même chose. Hein? C'est un vaisseau qui se bouge, il va nous donner donc une région qui est ischémie au niveau du cerveau. Soit une hémorragie, un vaisseau plutôt qui éclate. Soit le vaisseau, il éclate, soit il se bouge. Donc, AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, les tumeurs cérébrales, ça nous donne aussi, ça peut donner une tumeur cérébrale frontale, ça va nous donner un syndrome frontal. Soit des tumeurs bénignes, comme les méningiomes, malignes, comme les gliomes, ou bien des métastases, d'accord? Les infections, les encéphalites, les abcès, etc. Ça aussi, ça va nous donner des syndromes topographiques. Soit des traumatismes, un traumatisme crânio-cérébraux, donc qui va, par exemple, donner un hématome qui va comprimer le cerveau, ça va nous donner un syndrome topographique. Soit des affections dégénératives. C'est quoi les affections dégénératives? En neurologie, on a certaines maladies, on ne sait pas comment elles surviennent. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, hein? La maladie de Parkinson. Tout d'un coup, il y a une région du cerveau qui va dégénérer, les maladies dégénératives. Dégénérer, c'est-à-dire les cellules, elles vont mourir les unes après les autres, et ça va nous donner, par exemple, des démences, un Alzheimer. D'accord? Ça, c'est les maladies donc dégénératives. Et on va voir au cours, si vous voulez, on va voir certains cours où on va vous parler des affections dégénératives. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là?